Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Procure en parle. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons le 15e et dernier webinaire en 2021 avant la période des fêtes. On va se retrouver au mois de janvier, par contre. Aujourd'hui, nous aborderons le cancer de la prostate avancée, comment on le traite avec le docteur Patrick Richard, uro-oncologue au CHU de Sherbrooke. Merci beaucoup, docteur Richard. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste, suivie d'une période de questions. Alors, parlant de questions, merci pour celles reçues d'avance à info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA qui est au bas de votre écran, puis elles seront lues au cours de la période de questions. Alors, avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du Cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires, Astellas, un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec. Alors, encore une fois, merci, docteur Richard, d'avoir accepté notre invitation. Et comme c'est un gros webinaire, sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez maintenant partager votre écran. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Donnez-moi 3 secondes pour que je partage. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'imagine que oui. Parfait. Fait que merci d'abord, tout d'abord, mais j'espère que tout le monde va bien. Merci de l'invitation. C'est un réel plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter du cancer de la prostate. C'est vraiment un plaisir de supporter Procure qui fait beaucoup pour nos patients. C'est vraiment une joie d'être ici là, en ce jeudi soir. On m'a demandé de parler aujourd'hui du cancer de la prostate, plus particulièrement le cancer de la prostate avancé. On va couvrir aujourd'hui, discuter un peu de la base du cancer de la prostate, c'est-à-dire c'est quoi le score de glycine, c'est quoi les différents stades du cancer de la prostate, qu'est-ce qui est les options de traitement pour les cancers plus localisés, qu'est-ce qui est les options de traitement pour les gens qui ont été traités puis qui ont une récidive du cancer par la suite, ou encore les gens qui ont développé malheureusement une maladie métastatique, c'est-à-dire les cancers s'est propagé ailleurs que seulement dans la prostate. Puis on va finir là, par une période de questions où je vous inviterai à poser vos questions, puis on va tenter d'y répondre du moins le mieux qu'on peut. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'est le score de glycine? En fait, vous en avez probablement peut-être entendu parler. Il y a 2 façons de catégoriser l'agressivité du cancer de la prostate. Le plus fréquemment utilisé, c'est ce qu'on appelle le score de glycine, qui va de 6 à 10. Mais dernièrement, pour diminuer un peu de la confusion, là, la plupart des experts maintenant ont adopté ce qu'on appelle le groupe de grade qui va de 1 à 5, 1 étant faiblement agressif, puis 5 étant une maladie plutôt agressive. On peut aussi catégoriser le cancer de la prostate selon le stade ou plus souvent là, selon le toucher rectal, c'est-à-dire une tumeur qui n'est pas palpable au toucher rectal, mais qui est seulement découverte suite à une investigation pour une augmentation de l'APS et appelée un stade 1. C'est le stade le plus fréquent de nos jours, comme la plupart des cancers de nos jours sont diagnostiqués suite à une investigation pour un APS qui est augmenté, APS qui signifie l'antigène prostatique spécifique. Excusez. Les stades 2, c'est les stades où on va voir un nodule ou toucher rectal. Les stades 3, les stades 4, c'est des stades de plus en plus avancés pour finalement venir avec les stades N1, M1, qui est des stades où on a des ganglions atteints ou encore une maladie métastatique à distance, les os étant l'endroit le plus fréquent où le cancer se propage malheureusement. Le plus important, c'est qu'on utilise ces critères-là, le stade, le taux d'APS, le groupe grade ou encore le score de glycine pour catégoriser les patients en 3 risques de cancer de la prostate. Les patients avec un faible risque, les patients avec un risque intermédiaire, puis les patients à haut risque. Et ça, c'est important pour essayer de classifier les patients vers, ou du moins essayer de diriger les patients vers les traitements les plus appropriés.
Selon votre risque de cancer de la prostate, il est probable que vos médecins votre urologue, le radio-oncologue vont vous proposer des examens complémentaires. Les plus fréquents à utiliser, c'est le CT scan abdominal ou le TACO qu'on utilise pour examiner est-ce que les ganglions sont atteints. L'autre, c'est le scintigraphie osseuse qu'on va utiliser pour examiner est-ce qu'il y a de la maladie au niveau des os. On utilise aussi de plus en plus la résonance magnétique dans le diagnostic du cancer de la prostate pour essayer de se donner une meilleure idée de l'étendue de la maladie locale. Est-ce que les nerfs autour de la prostate semblent être atteints? Est-ce que les ganglions semblent être atteints? On utilise de plus en plus l'IRM pour nous donner ce genre d'informations-là pour mieux planifier le traitement chez nos patients. Justement, qu'est-ce que ces options de traitement-là? En fait, pour le cancer à faible risque, l'option la plus favorisée, surtout au Canada, c'est la surveillance active. La surveillance active, c'est quoi? C'est on retarde le traitement jusqu'à l'apparition d'une maladie plus agressive. Puis à ce moment-là, on offre un traitement curatif pour les patients. On a plein de bonnes études qui nous démontrent que pour les patients qui ont une maladie jugée à faible risque, qu'on offre la surveillance, qu'on offre la prostatectomie ou de la radiothérapie, ces patients-là évoluent de façon très favorable avec une survie reliée au cancer à 10 ans de plus de 99 %. Puis ça, on n'en est pas surpris parce que beaucoup de cancers de la prostate sont très peu agressifs, mais on a aussi des cancers quand même qui sont de plus en plus agressifs et qui méritent des traitements. Ces cancers-là sont les cancers à risque intermédiaire ou les cancers à haut risque qu'on va discuter. Les options de traitement pour ces patients-là sont similaires aux patients à bas risque, c'est-à-dire pour un groupe très, très, très sélectionné de patients, on peut offrir de la surveillance active. Mais grosso modo, les patients avec un risque intermédiaire devraient se voir offrir un traitement à visée curatif à cause du risque à long terme. On parle de la prostatectomie où on enlève physiquement la prostate. Soit ça peut se faire soit par chirurgie ouverte, soit par laparoscopie ou encore par chirurgie robotique, qui est de plus en plus utilisée au Québec puis au Canada. Il y a d'autres options qui sont aussi excellentes, soit la radiothérapie externe qui peut être combinée avec de l'hormonothérapie, on en discutera un peu plus tard. La radiothérapie externe peut être combinée avec la curithérapie, les grains d'or dans la prostate. Il y a toujours des essais cliniques qui peuvent toujours être intéressants. Puis encore une fois, pour ces patients-là, le but de traitement est vraiment la guérison complète. Pour les patients à risque intermédiaire, défavorable ou encore à haut risque, des maladies plus agressives, à ce moment-là, on favorise soit la prostatectomie ou la radiothérapie externe, mais avec de l'hormonothérapie de plus longue durée. On parle de 18 mois de traitement. Pour certains patients, la combinaison radiothérapie-curithérapie peut se faire, mais c'est une option qui est plus privilégiée dans des centres d'expertise, puis pour des patients avec des critères bien sélectionnés. Peu importe l'approche choisie, il n'y a pas de bon, de mauvais choix. Ce qu'on sait, c'est qu'on choisisse la chirurgie, qu'on choisisse de se diriger vers la radiothérapie. Ce sont toutes des approches jugées oncologiquement équivalentes. La différence se situe dans les risques-bénéfices de ces différents traitements-là. Puis je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment à chaque patient de choisir ce qui, selon lui, semble être le meilleur traitement, le plus adapté pour lui, selon ses propres valeurs, selon ses propres préférences. La chirurgie, c'est sûr que j'ai un biais, mais comme urologue, elle a bien des avantages, mais elle a aussi bien des inconvénients. On parle d'un risque d'incontinence dans près de 20 % des patients, la dysfonction érectile dans à peu près 50 % de nos patients. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une période de récupération, on a eu une chirurgie, ça prend du temps à notre corps de revenir de ça. La radiothérapie a également ses propres effets secondaires qu'il ne faut pas oublier. Ça engendre aussi une dysfonction érectile, il y a des symptômes urinaires, gastro-intestinales qui sont associés. Puis souvent, on combine la radiothérapie avec l'hormonothérapie. Puis l'hormonothérapie en soi a aussi des effets négatifs. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. C'est vraiment à chaque patient de choisir selon ce que lui juge le meilleur traitement pour lui. Juste un petit mot, peut-être que si vous avez déjà malheureusement été diagnostiqué avec un cancer de la prostate, on vous a déjà parlé de tests génétiques.
On en parle de plus en plus, surtout que maintenant, on a des traitements en maladies plus avancées, adaptés selon des tests génétiques. Et en bref, on se fait souvent poser la question, j'ai été diagnostiqué avec un test de la prostate, est-ce que mes enfants, est-ce que mes petits-enfants sont plus à risque? En bref, ce qu'on considère comme des patients qui sont plus à risque, qui devraient possiblement se faire traiter ou tester, pardon, pour le syndrome de néoplasie prostatique familiale. C'est les gens qui ont été diagnostiqués jeunes, au moins 2 générations en bas de 55 ans, au moins 3 générations avec un cancer de la prostate ou encore un cancer du sein, là, notamment, qui peut être associé à des gènes mutés similaires à ceux mutés avec le cancer de la prostate. Il y a certaines ethnies qui sont plus à risque. Il y a certains types de cancer de la prostate qui sont aussi plus à risque. Fait que je pense que c'est quelque chose, là, si vous êtes diagnostiqué, une question à poser à votre urologue ou à votre radio-oncologue pour voir si pour vous le dépistage, pas le dépistage, pardon, pour voir si pour vous le screening génétique, le dépistage génétique serait adapté. On offre des bons traitements avec des hauts taux de guérison, encore une fois, que ce soit la prostatectomie ou la radiothérapie. Mais ces traitements-là ne sont pas parfaits. Les gens qui ont eu des traitements selon plusieurs critères, mais en gros, c'est pour les patients qui ont eu un traitement pour une tumeur qui était vraiment localisée à la prostate. On parle d'un risque de récidive, malheureusement, de 10 à 20 à 10 ans. Pour les gens où le cancer débordait légèrement la prostate ou débordait amplement la prostate, on parle d'un risque de récidive, grosso modo, qui se situe entre 30 et 50 Je ne pense pas que, oui, c'est décevant si on a une augmentation de notre PSA post-traitement, je vous le conviens, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. On a de plus en plus de bonnes façons, de bons moyens pour traiter ce genre de récidive-là. Récidive qu'on appelle dans le jargon médical une récidive biochimique. Les risques ou les caractéristiques qui vous rendent plus à risque dépendent de plusieurs choses, dépendent de votre agressivité de cancer. Est-ce qu'on a découvert une métastase à distance ou ganglionnaire dans notre bilan d'extension? Ça fait combien longtemps que vous avez été traité? C'est quoi votre type de traitement initial? Puis à quelle vitesse augmente votre PSA? Ce sont quelques caractéristiques que votre urologue ou radio-oncologue va investiguer pour vous proposer un traitement subséquent. Le traitement subséquent peut aller de la simple observation. On sait que le cancer de la prostate, même le cancer de la prostate récidivant, est pour la plupart du temps un cancer qui évolue lentement. Puis plusieurs hommes qui vont être diagnostiqués avec une récidive biochimique, malheureusement, vont décéder de causes non reliées au cancer de la prostate. Ce n'est pas vrai pour tout le monde, d'où la raison qu'il y a quand même des patients qui vont se voir offrir une radiothérapie avec de l'hormonothérapie s'ils ont déjà eu une prostatectomie ou l'exérèse chirurgicale dans un premier temps, ou le contraire, dans certains cas sélectionnés. Les patients qui ont eu de la radiothérapie dans un premier temps vont se faire offrir soit une prostatectomie ou encore des grains d'or, de la curithérapie, post-radiothérapie, encore une fois, dans des centres bien sélectionnés, puis pour des patients bien sélectionnés. La plupart du temps, si le patient a déjà eu une prostatectomie dans un premier temps, va se voir offrir une radiothérapie dans un second temps, avec un taux de guérison pour une récidive, grosso modo, d'environ 40 à 50 qui est quand même très bien, considérant le faible taux de récidive post-traitement primaire. Pour les patients qui ont eu de la radiothérapie comme traitement primaire, un petit groupe de patients, je dirais, vont pouvoir avoir une prostatectomie post-radiothérapie en raison des effets secondaires de la prostatectomie post-radiothérapie. Ces gens-là vont se voir offrir soit un traitement focal, genre la curithérapie, ou plus souvent, on va parler d'hormonothérapie intermittente. Pourquoi intermittent? Mais on a des bonnes études qui ont démontré que pour ces patients-là, faire des cycles d'hormonothérapie améliorait la qualité de vie, puis surtout nuisait pas au niveau du contrôle du cancer, contrairement aux données qu'on a pour les patients qui ont une maladie métastatique, comme qu'on va voir un peu plus tard.
comme patient ou comme urologue, on discute de plus en plus avec nos patients, comme vous l'avez peut-être déjà vu, du rôle de la TEP-PSMA. C'est quoi exactement la PSMA? Mais en bout de ligne, c'est une protéine là, qui est exprimée dans la plupart des cancers de la prostate. On est capable de combiner ça à une imagerie, à un traceur, pour pouvoir imager la prostate. Ce qu'on a découvert, c'est en utilisant le TEP-PSMA, surtout pour les patients qui présentaient une récidive locale, là, ou en fait, excusez, une récidive post-traitement, une récidive biochimique. Mais utiliser la TEP-PSMA a démontré qu'on était capable de mieux identifier exactement où se situait la récidive, mieux identifier que par un CT scan pour les adénopathies, soit les ganglions, ou encore mieux identifier les métastases osseuses que ce qu'on détecte actuellement avec l'imagerie conventionnelle, qui est la scintigraphie osseuse. La problématique, c'est l'accès. À ma connaissance, il y a actuellement seulement 2 centres qui offrent le TEP-PSMA au public. Les autres centres, comme chez nous, l'offrent via des études de recherche, notamment l'étude Patron qui est actuellement offerte ou ouverte dans la plupart des centres universitaires québécois. Une petite plug ici là, pour l'étude qui est ouverte notamment chez nous, mais aussi au CHUM, puis à Québec, et au CUSUM, très bientôt au CUSUM. L'avantage de la TEP-PSMA, du moins, on pense, nous permettrait d'offrir aux patients une thérapie plutôt ciblée, que ce soit de la radiothérapie plus focale pour une métastase osseuse ou encore même une métastase ganglionnaire. Puis on pense qu'en offrant ces traitements-là, on est capable d'avoir un meilleur contrôle de la maladie. Mais les études sont encore en train de se pencher sur cette question. Pardon. Maintenant, malheureusement, les patients qui ont eu des récidives biochimiques, il y a un certain pourcentage qui vont développer des métastases, mais il y a aussi un certain pourcentage d'hommes qui vont se présenter avec des cancers de la prostate d'emblée plutôt agressifs. On dit qu'environ 10% des hommes au Canada ou au Québec vont se présenter avec une maladie de la prostate d'emblée métastatique. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que oui, c'est décevant, oui, c'est une mauvaise nouvelle, mais contrairement à bien d'autres cancers, le cancer de la prostate est quand même un cancer qui se contrôle bien avec de la médication, puis qui nous offre une espérance de vie quand même de plusieurs années, ce qui est quand même encourageant malgré la mauvaise nouvelle. Les traitements sont quand même bons. Les traitements ont des effets secondaires, comme vous allez le voir, mais les traitements nous permettent quand même de contrôler cette maladie-là. Puis surtout, avec tous les groupes de patients, les groupes de support, surtout avec tous les investissements qui sont faits dans le cancer de la prostate, année après année, on a des nouvelles molécules qui nous permettent d'améliorer le pronostic pour nos patients qui ont malheureusement été diagnostiqués avec des cancers de la prostate avancés. Ce que vous devez savoir quand vous êtes métastatique, c'est que malheureusement, votre âge va avoir un impact sur les différents traitements qui peuvent vous être offerts, mais votre âge va aussi avoir un impact sur votre espérance de vie. Beaucoup d'hommes d'un âge assez avancé vont être diagnostiqués avec un cancer de la prostate métastatique. Puis beaucoup de ces hommes-là, malheureusement, vont apprendre à vivre avec le cancer, mais ne décéderont pas de ce cancer-là, qui n'est quand même pas vrai pour tous les hommes, malheureusement. Ça va dépendre de bien des choses, dont l'agressivité du cancer, le score de glycide, le stade de la maladie localement, mais aussi l'étendue du nombre de métastases. Est-ce qu'il y a des métastases, 2-3 métastases au niveau des os, ou au contraire, est-ce que le foie, les poumons sont attaqués par le cancer de la prostate? Tout ça va avoir un impact sur le type de traitement qu'on va vous proposer, mais aussi sur votre espérance de vie par rapport à cette maladie-là. Qu'est-ce qui est les options pour les patients avec un cancer de la prostate métastatique? Mais la première option, c'est l'option la plus fréquemment utilisée, soit l'hormonothérapie standard, qui est des injections qu'on vous donne plus souvent dans la bédaine, qui peut aller d'une injection par mois ou des injections aux 6 mois. L'option qui est aussi équivalente, mais qui se donne moins, c'est l'orchiectomie, c'est-à-dire on enlève chirurgicalement vos 2 testicules pour bloquer votre testostérone.
Il y a différents autres traitements possibles pour les cancers de la prostate métastatique qu'on va discuter un peu plus en détail dans les prochaines diapos. Pourquoi l'hormonothérapie? Une petite coquille ici. Là, pourquoi l'hormonothérapie dans le cancer de la prostate? En fait, ce qu'on sait, c'est que le cancer de la prostate, pour pouvoir progresser, doit manger. Puis qu'est-ce que ça mange, un cancer de la prostate? Bien, ça mange de la testostérone. Le but de l'hormonothérapie, c'est vraiment venir mettre un frein à la sécrétion de testostérone dans le corps. Puis ça crée là, un frein à la croissance du cancer. Ça diminue la vitesse de propagation du cancer. Ça met un peu votre cancer en dormance, un peu en hibernation. Puis cette hormonothérapie-là ne met pas seulement le cancer en hibernation, ça va aussi faire régresser des métastases, soit ganglionnaires ou osseuses. Contrairement à la récidive biochimique que j'ai discuté un peu plus tôt, l'hormonothérapie dans les cas de cancer de la prostate avancée métastatique est donnée de façon continue. Il y a différents types d'hormonothérapie. Le type le plus fréquent, c'est l'hormonothérapie qu'on donne par injection aux 3 mois. Puis cette hormonothérapie-là va souvent être combinée à un traitement oral dans un premier temps, soit du bicalutamide ou du Casodex, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Le but étant de bloquer au maximum la testostérone dans un premier temps. Cette hormonothérapie-là, comme mentionné, va réduire la taille de la tumeur dans votre prostate, va aussi réduire les métastases qu'on peut retrouver un peu partout dans le corps, malheureusement. Le but, encore, n'est pas une guérison de votre cancer, mais plutôt un contrôle de votre cancer. Les traitements d'hormonothérapie sont des traitements systémiques, donc pas un traitement focalisé. Ça va nous permettre d'avoir un contrôle de la maladie, peu importe où elle se trouve dans votre corps. Comme mentionné, il y a 3 types principaux d'hormonothérapie. La plus fréquente, c'est les injections pour arrêter la production de testostérone. On va aussi vous offrir, souvent seulement pour un court laps de temps, la bucalitamide ou le Casodex, qui est le comprimé oraux, qui bloque aussi la testostérone. Parfois, peut être utilisé en combinaison avec les injections à long terme. L'autre option, comme mentionné, est l'orchiectomie, soit l'exérèse chirurgicale des testicules pour bloquer la testostérone. Il y a différents types sur le marché de bloqueurs de la testostérone, aussi appelés les analogues de la LHRH. Ils sont tous considérés équivalents. L'autre type de traitement qui agit d'un mécanisme un peu différent, mais qui semble avoir une efficacité similaire, est le Degarelix. Le côté négatif du Degarelix, c'est au lieu de se donner aux 3 à 6 mois, comme les autres analogues de la LHRH, celui-ci se donne 1 fois par mois, avec des avantages, par contre, potentiels, dont une castration plus rapide que les autres médicaments, que les autres analogues de la LHRH, puis aussi avec le bénéfice de ne pas avoir besoin d'être utilisé en combinaison avec le bicalutamide ou le Casodex dans un premier temps. Comme mentionné, ces hormonothérapies-là sont pour la plupart des injections régulières qui se donnent soit tous les mois ou plus fréquemment aux 3, 4 ou 6 mois. Souvent données dans un premier temps avec le bicalutamide, qu'on donne un comprimé par la bouche pendant 30 jours pour bloquer les effets immédiats du LHRH, sauf pour dans le cas du Firmagon où on n'a pas besoin de faire ça parce que l'effet du Firmagon est pas mal immédiat. Les patients qu'on va avoir, qui vont se faire donner de l'hormonothérapie, on va suivre leur PSA, suivre la testostérone pour voir à long terme l'impact ou l'efficacité du traitement. On a donné pendant plusieurs années, pendant très longtemps, de l'hormonothérapie seule pour les patients qui avaient un cancer de la prostate métastatique. Dans les derniers temps, dans les dernières années, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donner le traitement par hormonothérapie seule était sous-optimal pour nos hommes. On est capable de faire mieux, puis c'est ça que les études les plus récentes nous ont démontré. En donnant des médicaments que vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle des ARAT, ou la nouvelle génération de bloqueurs de la testostérone, comme l'abiraterone, comme l'enzalutamide, comme l'apalutamide, pour les patients avec un fardeau métastatique. On est capable d'améliorer le pronostic de ces patients-là
améliorer le pronostic de façon assez significative sans avoir un impact majeur sur la qualité de vie, un impact qui est déjà affecté malheureusement par l'hormonothérapie, mais qui ne semble pas être affecté davantage quand on ajoute un ARAT ou un bloqueur de la testostérone de nouvelle génération. Cette hormonothérapie-là de nouvelle génération, c'est comme un super bloqueur de la testostérone. Fait que même si on bloque la testostérone avec l'hormonothérapie conventionnelle par différents mécanismes, le cancer est quand même capable de s'échapper un peu, puis de produire puis réagir à un faible taux de testostérone. Fait qu'avec l'hormonothérapie de nouvelle génération, on vient vraiment là, bloquer de façon maximale la testostérone, puis bloquer de façon maximale la croissance du cancer. Ces pilules-là, en fait, cette hormonothérapie-là de nouvelle génération se donne par la bouche, c'est des pilules, puis a pour but de retarder la progression des métastases osseuses, retarder la nécessité de donner de la chimiothérapie, puis surtout, le plus important, c'est que ça prolonge la vie de nos patients, mais aussi ça maximise la qualité de vie de nos patients parce que c'est des médicaments qui sont quand même bien tolérés. En plus de l'hormonothérapie de nouvelle génération, on a quand même d'autres options pour nos patients qui sont métastatiques. Pour certains patients, vous allez vous faire offrir de la chimiothérapie qui se donne généralement aux 3 semaines, qui est quand même toxique, que des effets secondaires, mais qui est beaucoup mieux toléré que d'autres chimiothérapies là, utilisées dans d'autres cancers qui sont quand même pas mal toxiques. Pour certains groupes de patients qui ont une maladie qu'on appelle oligométastatique, c'est-à-dire des maladies métastatiques, mais de faible fardeau, généralement considérées comme moins de 4 métastases osseuses ou encore des 3 métastases avec une métastase ganglionnaire. Ces patients-là peuvent se voir offrir, s'ils n'ont pas eu de traitement de leur cancer primaire, c'est-à-dire de la glande prostatique, vont pouvoir se voir offrir une radiothérapie pelvienne qui a 2 bénéfices ou deux bénéfices potentiels du moins. Un, c'est retarder la progression de la maladie, améliorer la survie de ces patients-là, mais aussi avoir un contrôle local du cancer de la prostate, qui malheureusement, parfois, lorsque pas traité, peut causer des symptômes locaux. Qu'est-ce qu'on entend par symptômes locaux? Bien, des envies urinaires plus pressantes, des rétentions urinaires, des saignements, etc. On a comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, on a de plus en plus d'études dans le cancer de la prostate avancé. Il y a des études excitantes qui sont en train de sortir, notamment là, dernièrement, on a vu dans des différents congrès maintenant qu'on pourrait possiblement, dans un futur très rapproché, utiliser la combinaison d'une chimiothérapie avec un agent oral pour encore ce qu'on appelle un triplet en anglais, c'est-à-dire une combinaison de chimiothérapie avec un agent oral, avec l'hormonothérapie conventionnelle, pour vraiment maximiser le contrôle de la maladie puis offrir le patient la meilleure survie possible. Ce trio-là a quand même pas mal d'effets secondaires, a quand même un impact pour la qualité de vie de nos patients. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va être offert à tous les patients, mais c'est quelque chose là, qui va pouvoir être considéré pour un groupe de patients s'ils sont prêts à accepter les effets secondaires qui viennent avec ces traitements. On commence aussi à avoir des études avec des combinaisons d'agents oraux, soit la biratérone avec la palutamide, par exemple, qui semblent démontrer qu'il y aurait possiblement un bénéfice supplémentaire au contrôle de la maladie en comparaison à une thérapie seule. Mais encore là, les études ne sont pas encore assez matures pour vraiment être très, très concluantes. Mais il y a quand même de l'espoir. Comme je vous dis, on améliore le pronostic de nos malades métastatiques pas mal à chaque jour, pas mal à chaque mois, avec les investissements massifs des différentes compagnies pharmaceutiques. Malheureusement, tous ces traitements-là, autant qu'ils ont des côtés bénéfiques sur le cancer, ont aussi des effets secondaires là, qui ne sont pas négligeables et qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie de nos différents patients. Puis je pense que ça vaut la peine d'en glisser juste un petit mot. Je m'excuse.
Fait que notamment, qu'est-ce qu'on parle là, en bout de ligne? Ce qu'on dit, c'est qu'on a, comme homme, comme personne, on a besoin de la testostérone dans la vie de tous les jours. En bloquant notre testostérone, ça nous met dans un état d'andropause. Ce que ça engendre, on parle de dysfonction érectile, perte de libido, mais surtout là, des bouffées de chaleur, une fatigue, une perte d'énergie, prise de poids, des changements d'humeur. Il ne faut pas oublier non plus que les études semblent avoir démontré que les patients qui commençaient de l'hormonothérapie étaient plus à risque d'avoir des événements cardiaques, des infarctus, pour dire quelque chose. Puis ces hormonothérapies-là, en plus de faire tous ces effets-là, peuvent aussi fragiliser les os. Par chance, on a plusieurs traitements, plusieurs moyens de pouvoir diminuer l'impact de l'hormonothérapie. Je pense que le premier traitement ou la première chose, c'est d'en parler à votre entourage. Votre médecin de famille est probablement votre meilleur allié dans cette situation-là. Les médecins de famille sont très équipés pour gérer tous les effets secondaires cardiovasculaires, pour dire de quoi, faire de la prévention, s'assurer que votre cholestérol est correct, que votre sucre dans le sang est correct, s'assurer que votre pression artérielle est correcte. Je pense que c'est vraiment un must pour des patients qui débutent l'hormonothérapie de consulter leur médecin de famille ou à tout le moins mettre leur médecin de famille au courant qu'ils débutent cette thérapie-là. Je pense que c'est important d'en parler avec votre urologue ou votre radio-oncologue aussi qui vous prescrit cette médication-là. On n'est pas nécessairement les mieux adaptés pour gérer ou faire la prévention par rapport aux événements cardiaques, mais on est quand même bien équipé pour faire la prévention par rapport à la santé osseuse, par rapport aux bouffées de chaleur, aux effets secondaires autres. Je pense qu'on est quand même bien équipé pour gérer ça. Mais il faut quand même nous en parler pour s'assurer qu'on est au courant si la question ne vous est pas posée d'emblée. L'autre chose qui est très importante de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider? Bien, c'est de maintenir une vie active, c'est-à-dire faire de l'exercice, bouger. C'est un cercle vicieux. Si on se sent un peu plus fatigué, on sent qu'on a pris du poids, ça nous tente moins de bouger. Puis là, c'est le cercle vicieux qui embarque. On a moins bougé, on est plus fatigué, puis on embarque dans ce cercle-là. C'est vraiment important de faire de l'exercice, maintenir une vie active, faire des choses qui vous donnent une joie de vivre. C'est vraiment le meilleur allié, la meilleure façon de combattre ces effets secondaires-là causés par les traitements de votre cancer de la prostate. Malheureusement, même si on traite le cancer de façon maximale, même si on bloque la testostérone au mieux de nos connaissances, un jour, ce cancer-là va trouver une façon, malheureusement, de manger d'autres choses que de la testostérone pour grossir. Ça arrive souvent après plusieurs années d'hormonothérapie, mais parfois, malheureusement, ça arrive plus vite qu'on pense. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces patients-là? Bien, on a encore là plein de traitements efficaces en deuxième ligne pour traiter. On ne parle pas de guérison, encore une fois, mais vraiment d'un contrôle de la maladie. Le but est vraiment de descendre ou d'affaiblir votre PSA ou l'APS une fois qu'elle commence à augmenter pour vraiment d'avoir l'APS la plus basse. Puis ça, on a démontré que si on était capable de maximiser la réponse à l'APS, il y avait une corrélation directe entre une augmentation de votre survie par rapport à votre maladie. Avec le temps, avec les années, on a encore une fois pour les patients qu'on appelle résistants à la castration, c'est-à-dire ces patients-là qu'on va voir une augmentation de l'APS malgré l'hormonothérapie. On a de plus en plus de nouvelles molécules qui s'offrent à vous en deuxième ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va diriger votre traitement selon plusieurs choses. Ça va dépendre, est-ce qu'il y a présence ou non de métastases. Il y a certains patients qui vont avoir initialement une récidive biochimique puis qui ne répondront malheureusement plus à l'hormonothérapie, mais à l'imagerie conventionnelle, on ne détectera pas de métastases. Ça, c'est la catégorie de gens qu'on appelle M0-CRPC. La plupart de nos patients, malheureusement, qui sont résistants à la castration vont être par contre métastatiques. Le traitement va dépendre du taux de la PSA et de la rapidité de la progression de l'APS. Ça va aussi dépendre des différentes lignes de traitement qui vous ont été offertes dans un premier temps.
quand on a ce qu'on appelle une récidive, quand on a ce qu'on appelle une maladie résistante à la castration. Mais encore une fois, c'est les molécules de nouvelle génération qui ont été approuvées pour en première ou deuxième ligne, si vous voulez, pour ces patients-là. Dépendamment s'il y a l'apparition de métastases ou pas, bien, on a l'enzalutamide, l'abalutamide ou le darolutamide si on n'avait pas de métastases. Ces mêmes molécules-là, sauf le darolutamide, est disponible pour les patients qui ont une maladie résistante à la castration métastatique. Si on a déjà eu en première ligne l'hormonothérapie de nouvelle génération, puis on a une récidive, mais la plupart de ces patients-là vont se faire diriger vers la chimiothérapie, qui est plus souvent le docétaxel qu'on appelle. Le but du docétaxel, c'est vraiment, numéro 1, de prolonger la vie, ralentir la propagation du cancer. Encore une fois, on ne parle pas de guérison, mais on parle vraiment de prolonger la vie avec quand même une belle qualité de vie, une bonne espérance de vie avec une belle qualité de vie. Je pense que c'est ça qu'on cherche pour tous nos patients métastatiques. Il y a quand même l'autre bénéfice, je m'excuse, je n'avais pas mentionné, il y a quand même une proportion non significative des patients qui sont résistants à la castration qui vont avoir des métastases osseuses. Ces métastases osseuses-là peuvent être douloureuses. Fait que la chimiothérapie a également été démontrée, en plus de prolonger la vie, a également été démontrée de soulager la douleur chez une grande proportion de ces patients-là. La chimiothérapie se donne à l'hôpital, en perfusion via les veines, en association souvent à la prednisone, qui a en plus un effet d'atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie, a aussi un effet sur notre cancer, un effet positif sur la réponse de la chimiothérapie au cancer. Chaque cas est unique, mais généralement, ce qu'on fait pour les patients qui sont résistants à la castration, on va essayer de donner un maximum de 10 cycles de chimiothérapie, une chimiothérapie qui est donnée aux 3 semaines et qui dure environ 30 minutes par traitement. Cette chimiothérapie-là, comme bien des chimiothérapies, a plusieurs inconvénients, plusieurs effets secondaires qui ne sont pas nécessairement atténués une fois que la chimiothérapie est arrêtée. La chimiothérapie a des effets secondaires les plus fréquents, va entraîner des problèmes gastro-intestinaux, de la nausée, des vomissements, une perte d'appétit. Va aussi entraîner une fatigue, une anémie, c'est-à-dire une diminution de l'hémoglobine qui va également vous entraîner une perte d'énergie. Elle va vous rendre un peu plus vulnérable aux différentes infections, dont la COVID, malheureusement. Va entraîner parfois des changements au niveau des ongles. Puis probablement, un des effets secondaires les plus fréquemment rapportés, c'est une diminution de la sensibilité au niveau de vos doigts ou de vos pieds. Ça reste un excellent traitement, ça reste une excellente façon de bien contrôler la maladie. Mais je pense que comme chaque patient, je pense qu'il faut, comme médecin, respecter vos valeurs et préférences. Je pense qu'il faut bien vous expliquer les différents risques de cette chimiothérapie-là ou de l'hormonothérapie de nouvelle génération afin que vous sachiez exactement dans quoi on s'embarque quand on va là-dedans. Un petit mot là, sur quelque chose qu'il ne faut pas non plus oublier. Le cancer de la prostate, comme mentionné, fait souvent ce qu'on appelle des métastases osseuses. Ces métastases-là, malheureusement, vont gruger dans l'os. Puis en plus, ce phénomène-là va être accentué par la prise d'hormonothérapie qui affaiblit également les os. Donc, pour les patients qui sont résistants à la castration métastatique, il y a 2 médications là, qui vont souvent vous être proposées, soit l'acide zoledronique ou encore le denosumab. Plus fréquemment de nos jours, on va utiliser le denosumab comme un agent pour vraiment booster vos os, retarder les complications, renforcer les os, puis baisser la douleur osseuse qui peut être associée. Pour les gens qui ont des douleurs osseuses qui ne sont pas soulagées de façon optimale par les différents traitements mentionnés préalablement, mais il y a des traitements de radiothérapie palliative qui peuvent vous être offerts. La radiothérapie palliative n'a pas pour but de guérir le cancer,
mais surtout pour but là, de soulager la douleur, diminuer un peu, réduire la taille de la douleur, de la tumeur, pardon, dans l'os qui vous fait de la douleur. Fait que si vous êtes un de ces patients-là, malheureusement, qui a des douleurs osseuses secondaires au cancer de la prostate, s'il vous plaît, parlez-vous-en à votre médecin traitant. La radiothérapie palliative est une excellente façon, malheureusement, de pallier à quelque chose qui est vraiment, vraiment terrible pour votre qualité de vie. Fait que je pense que c'est une bonne façon d'essayer de contrôler ça. Il y a plusieurs traitements qui peuvent vous être donnés de radiothérapie palliative osseuse. Ce n'est pas parce que vous avez déjà eu un traitement qu'on ne peut pas en donner d'autres. Fait que je pense que c'est important d'en parler à votre médecin si c'est le cas. Le but, c'est vraiment de maximiser votre qualité de vie, en plus de prolonger votre espérance de vie. Comme mentionné, ça c'est pris de nos lignes directrices canadiennes, là, mais comme mentionné, on a toutes ces options de traitement-là, comme vous pouvez voir, que vous êtes résistant à la castration en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne. On a déjà toutes ces options de traitement-là qui sont approuvées au Canada, en plus des différents essais cliniques qui sont disponibles. Qui sont disponibles. Il y a plusieurs avancées qui se font en recherche. Ce qu'on vise là, de plus en plus, c'est d'avoir un traitement qui est adapté à chaque patient en traitant à la fois son cancer primaire, à la fois les métastases osseuses, mais aussi dirigé vers le traitement de ce qu'on appelle des métastases viscérales, c'est-à-dire des métastases qui peuvent être au niveau du foie, du poumon, par exemple, ou du cerveau. Pour ce faire, on se dirige vers une médecine personnalisée, c'est-à-dire on prend des échantillons de votre propre cancer, on fait des analyses génétiques pour essayer de comprendre quelle mutation, comment votre cancer fait pour progresser. Ça peut se faire, excusez, ça peut se faire via des prises de sang ou encore des analyses de sang. Via des prises de sang ou encore des analyses de votre tissu de cancer de la prostate, soit que vous pouvez avoir une nouvelle biopsie d'une métastase, par exemple, ou votre urologue est capable d'aller en arrière, là, même au moment de votre prostatectomie, même si ça a eu lieu 10, 15 ans passés, on est capable d'aller retrouver dans le spécimen qu'on a retiré là, des échantillons pour pouvoir diriger vers ce qu'on appelle une médecine personnalisée. Un des exemples là, qui est le plus frappant ou le plus couramment utilisé, c'est la nouvelle molécule qu'on appelle l'aparib. Cette molécule-là vient tout juste d'être acceptée au Canada pour des patients là, qui ont déjà été traités par une thérapie de nouvelle génération puis qui ont une progression de la maladie malgré tout ça. Il y a à peu près 20% des patients, peut-être un peu plus, qui vont avoir une mutation là, qui vont les prédisposer à avoir une excellente réponse à cette thérapie-là, un inhibiteur de la PARP qu'on appelle PARP, qui s'appelle l'aparib. C'est un des exemples de thérapie ciblée qu'on peut avoir de nos jours. L'autre thérapie qui est de plus en plus excitante, on a parlé un peu plus tôt là, de la TEP PSMA, qu'on utilisait un traceur pour identifier le cancer, mais on peut joindre à ce même traceur-là un agent de radiothérapie pour faire ce qu'on appelle de l'endoradiothérapie. En joignant cet agent-là en médecine nucléaire, on est capable d'aller cibler toutes les petites lésions qui peuvent capter le TEP PSMA puis leur amener une dose de radiothérapie pour vraiment maximiser le cancer, maximiser le traitement du cancer de la prostate. Puis les études sont en cours avec différents agents là, qui peuvent être liés à ce traceur-là, mais c'est vraiment des études excitantes qui amènent une belle espoir là, pour nos patients qui sont malheureusement rendus avec un cancer de la prostate avancé. Ça, c'est juste un exemple. Là. Vous pouvez voir c'est sûr que tous les patients n'ont pas une réponse aussi formidable. Je voulais juste vous mettre un exemple de réponses qui peuvent être assez impressionnantes. Sur le patient qu'on a ici, en bout de ligne, toutes les petites taches que vous pouvez voir là, chez ce patient-là, sauf ici ce terrain, mais toutes les petites taches que vous voyez là, c'est vraiment des
des multiples métastases du cancer de la prostate. Ce patient-là a été traité avec un agent qui a été lié au PSMA. Puis vous pouvez voir dans l'image B ou l'image de droite là, comment son cancer a vraiment bien répondu à la maladie. On s'entend, ce n'est pas tous les patients qui vont bien répondre comme ça, mais de voir des images comme ça pour un neurologue, un homme qui va éventuellement, malheureusement, aussi être diagnostiqué avec le cancer de la prostate, mais ça nous donne vraiment un espoir là, thérapeutique qui est vraiment encourageant, puis qui nous démontre toutes les belles choses qu'on fait dans le cancer de la prostate de nos jours. Fait pour conclure, puis passer par la suite à la période de questions, là, j'espère, que vous avez trouvé ça intéressant, mais j'espère aussi vous avoir démontré qu'on a des bons traitements pour le cancer de la prostate, des traitements qui s'améliorent de jour en jour, d'année en année, puis qui sont de plus en plus efficaces, mais aussi qui amènent une qualité de vie aux différents patients atteints du cancer de la prostate. On améliore nos traitements standards. Hein. Si on se rappelle, il y a 10 ans, des patients avec un cancer de la prostate métastatique avaient seulement de l'hormonothérapie conventionnelle comme traitement. Puis maintenant, on parle d'une deuxième ligne d'hormonothérapie, peut-être même combinée avec de la chimiothérapie. Dans un futur rapproché, probablement combiné avec les traitements d'endoradiothérapie via la PSMA, et qu'il y a vraiment de l'espoir pour ces patients-là. On espère que le but ultime, ça va être de mener à la guérison complète, même pour les patients qui ont un cancer de la prostate métastatique. Ce qui est important en bout de ligne pour améliorer la qualité de vie, améliorer le traitement de ces patients-là, malheureusement, ben, ça passe par des investissements, ça passe par des généreux donateurs, ça prend de la recherche pour vraiment faire avancer les choses. Les compagnies pharmaceutiques sont super pour investir dans de la recherche qui vont mener à des produits thérapeutiques, mais ils ne sont pas nécessairement les mieux pour investir dans des études, dans des projets de recherche qui vont mener à une amélioration qui a pour but de mener à une amélioration de la qualité de vie des patients, qui a pour but d'amener des groupes de support. Et je pense que c'est pour ça que c'est sûr que j'ai un biais, mais je pense que c'est important, très, très important d'investir dans des groupes de support, des groupes de patients partenaires comme l'équipe Procure. Fait que je vous encouragerais très fortement, si ça n'a pas déjà été le cas. C'est une organisation qui est vraiment super et qui mérite d'être connue par les gens qui sont touchés de près ou de loin par le cancer de la prostate. Fait que ça conclut ma présentation. Ça ouvrirait la période de questions. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci. Merci, Dr. Richard, pour cette présentation-là. C'était vraiment excellent. Elle était sensiblement très complète. C'est sûr qu'on va la compléter en ce moment avec certaines questions. Puis si vous permettez, on va juste revenir en arrière et on va parler un petit peu de récidive. Parce qu'on a des questions par rapport à ça. Une des questions qu'on reçoit souvent sur notre ligne 1855, c'est si la récidive se situe dans les ganglions lymphatiques, la plupart des patients vont dire, bien, on va commencer une hormonothérapie, j'ai une récidive dans mes ganglions, bien donc, quand j'ai eu mon diagnostic ou qu'on a fait la chirurgie, on les voyait ou peu importe. Est-ce qu'on peut les irradier? Puis, ou bien est-ce qu'on peut les enlever après une chirurgie radicale? Pendant longtemps, les patients chez qui on trouvait des maladies au niveau des ganglions seulement, ben, on n'était pas capable de bien identifier ces patients-là à cause des limites de l'imagerie conventionnelle. Fait que ces patients-là se voyaient souvent offrir seulement de l'hormonothérapie. De nos jours, avec l'utilisation de plus en plus accrue du TEP-PSMA, on est capable de détecter des métastases de plus en plus petites, des métastases qu'on n'était pas capable de trouver dans le passé. Puis ces métastases-là sont assez fréquemment, se retrouvent assez fréquemment au niveau des ganglions. Fait que la question a quand même été bien étudiée. Pendant un certain temps, comme urologue, on était bien excités. On pensait que l'exérèse chirurgicale des ganglions dans un second temps
pouvait amener une certaine réponse, un certain bénéfice. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que la morbidité du geste, pour le bénéfice, en valait possiblement pas la peine chez la grande majorité des patients. Par contre, avec la radiothérapie, on s'est aussi aperçu qu'on était capable d'avoir un bon bénéfice, mais avec une morbidité moindre. Fait que de plus en plus de patients vont se voir offrir une radiothérapie, soit une radiothérapie conventionnelle au niveau de l'aire ganglionnaire ou une radiothérapie plus ciblée, ce qu'on appelle de l'SBRT, qui peut être faite au niveau d'un ganglion, mais qui peuvent être aussi faits au niveau osseux dans l'espoir d'améliorer le pronostic. Les études sont encore en cours pour vraiment supporter cette façon de faire. Mais comme spécialiste, comme expert, on pense que ces études-là vont démontrer un potentiel, un bénéfice potentiel. Puis, de plus en plus d'hommes qui ont eu accès au PSMA, soit au privé, soit dans différentes institutions ou via un protocole de recherche, vont se faire offrir un traitement ciblé si on découvre des lésions visibles, pourvu que c'est des lésions limitées, c'est-à-dire un faible nombre de lésions qu'on est capable de voir au cas. Très bien, merci. Dans le même ordre d'idée, souvent on nous pose la question, puis de toute façon, on l'a reçu cette question-là justement pour ce webinaire-ci. Outre les ganglions et les os, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un organe vital pourrait être atteint puis avoir des tumeurs métastatiques? La plupart des patients qui ont soit une augmentation de l'APS ou encore sous traitement vont se faire offrir dans le cours de leur suivi à intervalles réguliers. Ils vont se faire demander de passer des tests de l'imagerie conventionnelle, le plus souvent, soit le CT scan, un TACO des poumons, de l'abdomen, et une scintigraphie osseuse. C'est vraiment via cette imagerie-là qu'on va être capable de détecter la présence de métastases ailleurs que dans les os ou ailleurs que dans les ganglions. Comme mentionné, de plus en plus, on va utiliser l'imagerie de nouvelle génération comme un TEP-PSMA pour mieux identifier les métastases. Ça s'en vient, on est dans les tout débuts de l'utilisation de cette nouvelle imagerie-là. On est vraiment en train d'étudier quels patients qui vont en bénéficier le plus pour pas que ça soit utilisé à toutes les sauces, puis maximiser les sous du gouvernement dans un système public. Merci. J'aimerais aborder certains effets secondaires, puis en même temps, dans un deuxième volet, le dosage. Bon, on va commencer par l'hormonothérapie. Alors, un patient peut-il très mal répondre à l'hormonothérapie en termes d'effets secondaires importants? Et puis, si oui, est-ce que les médecins peuvent passer à un autre traitement hormonal? Tous les traitements hormonaux ont à peu près les mêmes effets secondaires, là. On peut toujours changer un peu de médicaments de classe pour voir si les effets secondaires sont moindres. Mais en bout de ligne, les effets secondaires vont être pas mal similaires. Si on parle de l'hormonothérapie conventionnelle, mais on se rappelle que le but ultime, c'est de prolonger l'espérance de vie, prolonger la vie de nos patients, mais c'est aussi de maximiser leur qualité de vie, maximiser leur joie de vivre. Un patient qui est plus fonctionnel en raison des effets secondaires, par exemple, en raison d'une fatigue extrême secondaire aux médicaments, que ce soit la thérapie de nouvelle génération ou la thérapie conventionnelle. Mais je pense que ce patient-là perd de beaucoup le bénéfice de cette thérapie-là. Je pense que c'est du cas par cas, mais il y a des patients qu'on peut faire, même si on a une maladie plutôt avancée, on peut faire ce qu'on appelle de l'hormonothérapie intermittente. On peut essayer de minimiser les effets secondaires. Puis on a aussi des bons médicaments là, pour compenser les différents effets secondaires de cette hormonothérapie-là. Pour faire une réponse courte, je pense qu'il faut en parler à votre urologue. Je pense qu'il faut être certain que l'urologue est conscient de l'impact de l'hormonothérapie sur vous, afin qu'il propose des alternatives qui ne sont pas nécessairement toujours les meilleures alternatives au point de vue oncologique ou au point de vue contrôle de votre cancer.
Mais je pense que la chose la plus importante, ce n'est pas nécessairement toujours le contrôle du cancer, mais surtout la qualité de vie là, que vous avez en vivant avec ce cancer-là, qui, je vous rappelle, est quand même, malgré leur agressivité, quand même un relativement bon pronostic, même à un stade quand même avancé si on le compare à bien d'autres cancers. Donc, je pense d'où l'importance de vraiment être consciencieux, de quand même bien gérer tous ces effets secondaires-là qui peuvent avoir un impact sur la qualité de vie de nos messieurs. Merci. Au niveau du dosage, on a eu une question concernant la chimiothérapie. Alors, le dosage, en fait, pour le patient, les effets secondaires étaient très difficiles à supporter. Puis, sa question était, est-ce qu'on peut prendre un congé entre les traitements ou est-ce qu'on peut diminuer la dose? Fait que les deux se font. Je pense encore là, l'important, c'est de parler avec votre oncologue. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on commence un traitement qu'on doit nécessairement le terminer non plus. Je pense que c'est vraiment d'avoir une bonne conversation avec votre médecin traitant là, pour qu'il est vraiment conscient des différents effets secondaires puis que vous établissez un plan de match qui n'est pas nécessairement un plan de match qui est conventionnel si on compare aux études, mais on ne traite pas comme médecin des études. Là, on traite chaque patient différemment. Fait que je pense que c'est s'adapter aux effets secondaires de chaque patient qui est le plus important. Merci. Il y a un patient qui nous demande pourquoi il doit garder son hormonothérapie standard alors qu'on vient de lui prescrire une hormonothérapie de nouvelle génération. C'est une excellente question. La réponse courte, c'est qu'on ne sait pas l'impact d'arrêter l'hormonothérapie conventionnelle. La rationnelle est probablement qu'on peut l'arrêter de façon assez sécuritaire parce qu'on prend l'hormonothérapie de nouvelle génération. Mais la vraie réponse, c'est qu'on ne sait pas l'impact d'arrêter. Ça n'a pas encore été étudié. Fait que dans le doute, parce qu'on veut le maximum de bénéfices pour nos patients, bien, on continue à la fois l'hormonothérapie conventionnelle comme l'hormonothérapie de nouvelle génération. On se souvient que l'hormonothérapie conventionnelle a des effets secondaires similaires à l'hormonothérapie de nouvelle génération. L'arrêter aurait probablement pas un gros bénéfice sur la qualité de vie du patient, puis surtout sur le désagrément d'en prendre quand on pense que cette hormonothérapie-là peut être donnée une fois aux 6 mois, là, par exemple. Mais la grande raison, c'est qu'on ne sait pas l'impact d'arrêter l'hormonothérapie conventionnelle puis seulement de donner l'hormonothérapie de nouvelle génération. Il y a des petites études qui ont regardé ça qui semblent démontrer qu'on pourrait l'arrêter de façon sécuritaire, mais on ne le sait pas. Donc, dans le doute, on continue l'hormonothérapie conventionnelle en même temps que l'hormonothérapie de nouvelle génération. Merci. Écoutez, normalement, les webinaires prennent fin à 20 h. Dans ce cas-ci, c'est 20h30. Mais on a quand même plusieurs questions. J'aimerais passer à travers les questions qu'on a reçues de la part des patients. Alors, ceux qui doivent nous quitter, écoutez, vous pouvez le faire, bien sûr. De toute façon, vous allez voir cette période de questions-là lorsqu'on va vous envoyer le webinaire pour visionnement qui va être disponible justement demain. En quittant, par contre, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Continuer » pour au moins remplir notre sondage. Alors, Dr. Richard, je reviens à notre période de questions. En fait, excusez-moi là. Vous avez parlé, je veux revenir sur le PSMA et puis le traitement au lutetium. Vous avez parlé qu'il y avait 2 centres au Québec qui pouvaient l'offrir comme tel, si j'ai bien compris. Fait qu'il y a 2 choses, OK? Fait qu'il y a le TET PSMA qui peut être utilisé comme agent diagnostique ou comme alternative à la scintigraphie osseuse puis au CT scan qui est les imageries conventionnelles. À ma connaissance, puis il y a d'autres gens qui pourront me corriger s'ils ont d'autres notions,
Ce traitement-là est offert dans plusieurs centres au privé, environ 3 000 par examen, mais il est offert au public dans 2 centres actuellement, soit Trois-Rivières puis Lévis. Dans le cadre de différentes études, il y a aussi offert dans les 4 grands centres universitaires dans le cadre d'études. Il faudrait juste voir si votre cas spécifique répond à ces critères d'études-là pour pouvoir recevoir l'imagerie diagnostique. En ce qui a trait au traitement d'endoradiothérapie, c'est-à-dire la radiothérapie intraveineuse, si vous voulez, combinée avec le PSMA pour avoir une réponse thérapeutique. C'est offert dans le cadre d'études dans plusieurs centres en ce moment, mais à ma connaissance, ce n'est pas offert encore là, de façon systémique à travers le Canada ou le Québec là, en ce moment. C'est encore via le cadre d'études ou de programmes d'accès que ça peut être donné. Docteur Richard, vous nous avez présenté une diapo où justement on voyait sensiblement le résultat de ce traitement-là sur les métastases, mais avec l'hormonothérapie de nouvelle génération, l'hormonothérapie standard ou la chimio, est-ce qu'on peut les faire disparaître? Est-ce qu'elles peuvent fondre ces métastases-là et ne pas revenir? Dans toutes les situations, on est capable d'avoir une régression des métastases ou une bonne réponse qui peut être vue à la fois à l'imagerie conventionnelle ou encore aux nouvelles imageries là, comme la TEP PSMA. Les réponses ne sont pas toujours aussi impressionnantes que le patient que je vous ai démontré dans la slide, mais on est capable d'avoir une bonne réponse là, avec l'imagerie conventionnelle, encore mieux avec l'imagerie avec l'hormonothérapie conventionnelle, encore mieux avec l'hormonothérapie de nouvelle génération ou encore la chimiothérapie. Ce qu'il faut se rappeler, c'est grosso modo, chaque petite métastase dans votre corps va sécréter de la PSA ou de l'APS. Souvent, la prise de sang que vous allez avoir va être un reflet de la réponse de cette hormonothérapie-là à votre cancer ou de la réponse de votre cancer plutôt à l'hormonothérapie. Même si votre urologue, votre radio-oncologue, votre oncologue ne fait pas nécessairement des imageries là, de façon très, très fréquente, si on voit une bonne réponse lors de votre prise de sang, on peut quand même assumer à ce moment-là qu'il y a une bonne régression là, des métastases dans votre corps. Malheureusement, à moins que vous avez des problèmes de santé haute cardiaque, pour dire quelque chose qui va vous emporter dans l'au-delà avant la progression du cancer, mais chaque patient avec un cancer de la prostate va éventuellement avoir une progression de la maladie parce que les cancers sont quand même malheureusement ratoureux, intelligents, puis ils vont trouver une façon de se propager, même si on leur donne l'hormonothérapie conventionnelle, l'hormonothérapie de nouvelle génération, la chimiothérapie, même les nouvelles endoradiothérapie. Un jour, ce cancer-là, malheureusement, va se propager jusqu'au jour où, j'espère, via la recherche, via les investissements, on va être capable de trouver là, une thérapie qui va nous permettre de vraiment avoir une guérison complète du cancer de la prostate. Très bien. On va revenir sur l'hormonothérapie de nouvelle génération. Alors, on a un patient qui nous dit qu'il est sur le darolutamide. Puis il voulait savoir, à partir du moment, si jamais il y avait une progression vers des métastases, est-ce qu'il pourrait rester sur l'hormonothérapie de nouvelle génération, se faire prescrire une autre molécule, comme celles qui ont été présentées? Si c'est une question, je pense, le cas spécifique, c'est un peu difficile pour moi de commenter, mais je pense que c'est quelque chose à discuter avec votre médecin traitant. Est-ce que si vous êtes déjà sur une hormonothérapie de nouvelle génération, puis il y a une progression sous cette hormonothérapie-là, est-ce que le meilleur choix ou le choix le plus judicieux est quand même de rester avec une molécule de la même classe, si vous voulez, qui a une efficacité similaire? Mais je pense que c'est quelque chose à discuter avec votre médecin traitant. Personnellement, j'ai tendance à changer de classe de médicaments à ce moment-là quand il y a une progression avec l'hormonothérapie conventionnelle. J'ai surtout
soit j'essaie de mettre des patients dans des protocoles de recherche, je pense, pour leur amener un bénéfice potentiel, ou encore j'ai tendance à proposer de la chimiothérapie à ces patients-là. Il y a des lignées de chimiothérapie, des deuxièmes lignes de chimiothérapie qu'on n'a pas discuté pour des patients qui ont déjà eu de la chimiothérapie dans une première ligne. Fait qu'il y a différentes classes de médicaments ou de traitements, je pense qu'on peut considérer pour ces patients-là qui ne sont pas nécessairement, je pense, les mieux traités si on reste dans la même classe de médicaments qui ont déjà vu une progression sous cette classe-là. Mais encore là, je pense qu'il n'y a pas de réponse standard. Je pense que c'est vraiment d'en discuter avec votre médecin, avec votre urologue, votre radiologue, votre oncologue pour voir qu'est-ce qui est le meilleur traitement dans votre cas spécifique. Merci, c'est très clair. Il nous reste 2 questions. L'immunothérapie est-elle efficace pour le cancer de la prostate? Dans beaucoup de cancers urologiques, l'immunothérapie, dont le cancer du rein, notamment, l'immunothérapie prend le contrôle. Il y a vraiment des réponses incroyables à l'immunothérapie. Malheureusement, jusqu'à date, les données d'immunothérapie dans le cas de la prostate, avec le cancer de la prostate, n'ont pas démontré des réponses, du moins pour l'instant, incroyables par rapport au traitement qu'on utilise déjà. Il y a encore plein d'études en cours avec l'immunothérapie, mais pour l'instant, je pense que l'avenir est plutôt avec la thérapie ciblée sur leur génome, sur votre altération génomique propre à vous, ou encore vers l'endoradiothérapie. C'est probablement par là qu'on se dirige dans les prochaines années, plutôt comme option, plutôt que l'immunothérapie. Mais encore là, il y a encore bien du temps à changer, puis des nouvelles choses qui peuvent embarquer sur le marché là, que je ne suis peut-être pas encore au courant. Très bien. C'est peut-être un patient là, qui vous envoie une question. Puis, il dit, vous êtes en charge de la recherche au CHU de Sherbrooke. Comment va cette recherche? Et après une recherche, combien de temps peut-on estimer pour un avancement dans le cancer de la prostate? Effectivement, je participe dans la recherche au CHU, là, dans mon centre. La réponse est difficile. En fait, c'est très difficile d'y répondre. Ça dépend ça dépend de bien des choses. Ça dépend notamment de quel genre de maladie qu'on traite, de quel genre de cancer qu'on traite. Est-ce qu'on parle d'un cancer localisé ou un cancer plutôt avancé? Ça dépend des issues du projet de recherche. Bref, c'est difficile d'établir ou de donner une bonne réponse. Une fois qu'on a participé à un projet de recherche, souvent on est capable d'avoir des nouvelles par rapport au projet de recherche là, une fois que c'est fermé, mais on parle souvent dans le cancer de la prostate de quelques années. Puis par le temps que cette molécule-là ou ce projet-là est fermé, puis que cette molécule-là est disponible dans la vie de tous les jours, bien, on parle encore de plusieurs années. Fait que c'est un long processus, mais je pense que si on y participe pas, si on commence pas, bien, ça va être difficile de faire avancer les choses. Puis surtout quand on participe à un projet de recherche, on pense qu'on participe d'un projet de recherche parce qu'on a une chance d'avoir une molécule ou une thérapie qui va améliorer notre pronostic. Mais surtout, ce qu'on sait, le système de santé étant ce qu'il est surchargé. Puis notre suivi, des fois, n'est pas toujours optimal pour différentes raisons. Tandis que quand on participe d'un projet de recherche, on embarque dans des balises quand même strictes, un cadre quand même rigoureux. Fait que ce qu'on sait, c'est qu'un patient qui participe à un projet de recherche est toujours mieux suivi, puis en gros, a une espérance de vie toujours plus favorable qu'un patient qui est suivi à l'extérieur d'un cadre de la recherche en raison notamment du cadre strict et rigoureux des différents projets de recherche. D'où la raison, en plus de faire avancer la science, avancer les traitements pour les futurs patients, d'où la raison que j'encourage toujours un patient d'accepter de participer à un projet de recherche. Merci. En fait, j'ai dit que c'était la dernière, mais là, c'est vraiment la dernière. Je pense qu'il est important de relativiser
puis de remettre sur la table à quoi ressemblait le cancer de la prostate il y a 25 ans, 30 ans, puis à quoi ça ressemble aujourd'hui en termes de survie, en termes de longévité de vie. En fait, c'est difficile de faire des comparaisons à ce qu'il y avait comme 25 ans passés. Quand il y a 25 ans passés, j'étais loin de faire d'urologie, mais 25 ans passés, les cancers de la prostate qu'on diagnostiquait, on les diagnostiquait surtout chez rectal. La PSA commençait à être utilisée. Fait que c'était des cancers qui étaient beaucoup plus avancés que les cancers qu'on a de nos jours, que ce soit les cancers localisés comme les cancers métastatiques. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 25 ans, ce qu'on utilisait pour les cancers métastatiques, c'était des traitements d'hormonothérapie conventionnels. Puis depuis, ben là, comme je vous ai mentionné, on a commencé à trouver dans les années, vers le milieu des années 2000, qu'il y avait un bénéfice avec la chimiothérapie, qu'on améliorait le pronostic en moyenne de plusieurs mois. Ensuite, avec l'hormonothérapie de nouvelle génération, on s'est aperçu qu'on améliorait également de plusieurs mois, mais en plus qu'on avait un gain au niveau de la qualité de vie. Puis en plus, on s'est aperçu qu'on était capable de donner des combinaisons qui amélioraient la qualité de vie. Fait que je pense qu'il n'y a pas de réponse claire, clear-cut à cette question-là, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que vraiment tout ce qu'on fait avec les études, tout ce qu'on fait avec l'évolution dans le traitement, à la fois améliore l'espérance de vie de nos patients avec un cancer métastatique, mais améliore aussi la qualité de vie de ces patients-là. Puis ça, je ne parle même pas là, des avancées au niveau des traitements primaires, c'est-à-dire la chirurgie robotique qui a quand même amélioré la qualité de vie de nos patients, qui semble démontrer des bénéfices au niveau de certains autres paramètres. On parle de la radiothérapie qui semble être plus ciblée, moins toxique qu'elle était il y a 25 ans. Il y a des traitements de thérapie focale maintenant qu'on peut offrir à nos patients. Puis surtout, ce qu'on s'est aperçu depuis 25 ans, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a quand même une grande majorité des patients diagnostiqués avec un cancer de la prostate qui ont un cancer plutôt indolent ou de faible risque. Ces patients-là, au lieu de les traiter d'emblée, on est capable de les observer puis seulement traiter les patients qui vont avoir une progression du cancer. Donc, oui, malheureusement, on les a diagnostiqués avec un cancer de la prostate, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on peut encore faire plus de bénéfices en ne pas traitant ces patients-là qu'en les traitant d'emblée pour une grande majorité des patients avec un cancer de bas risque. Ça fait qu'on fait beaucoup, je pense, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, puis ça, je ne le dirai jamais assez. Je pense que ça passe par de la recherche, ça passe par des associations comme Procure qui viennent supporter les patients, qui vient supporter les proches aidants de gens diagnostiqués avec un cancer de la prostate. Fait que, merci au nom de tous les patients. Je vous remercie de tout ce que vous faites chez Procure pour nos hommes québécois. C'est certain qu'on va conclure sur ce message-là. Hein? C'est tout un message d'espoir. Puis je vous remercie infiniment du message que vous passez pour Procure. Écoutez, on aimerait vous remercier pour votre temps extrêmement précieux. Le fait que vous nous aviez justement indiqué que vous vouliez nous donner peut-être un 15 minutes supplémentaires à la période de questions. Alors, c'est extrêmement apprécié. Je vous dirais que je pense qu'on a sensiblement répondu à toutes les questions qui ont été posées par les patients. Si jamais il y en a d'autres qui rentrent à ce moment-là, elles seront répondues par notre équipe d'infirmières spécialisées en uro-oncologie. Alors, Dr. Richard, merci. Pour ceux qui nous quittent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Continuer ». Hein, votre opinion compte. Alors, on aimerait que vous remplissiez le sondage, le sondage d'appréciation. Et puis, juste que vous sachiez, le prochain webinaire va avoir lieu le 25 janvier de 19h à 20h, lors duquel nous aborderons le nouveau diagnostic « Comment choisir un traitement » avec Dr. Malek Meskawi, qui est endo-urologue au CIUS Nîmes, donc du nord de l'île de Montréal. Alors, soyez des nôtres. Puis évidemment, consultez notre site Procure pour demeurer à l'affût. On vous souhaite de merveilleuses fêtes. Revenez-nous en forme.
On va avoir hâte de vous retrouver en 2022. Même chose pour vous, docteur Richard. On vous souhaite vraiment là, de merveilleuses fêtes. Et puis, c'est encore une autre année là, qui s'ouvre. Puis, on va regarder justement là, tous les espoirs là, qui, on espère, vont se concrétiser. Alors, merci à tous. Merci d'être restés avec nous. À la prochaine. Vous avez aimé les services de Procure? Alors n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.